Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder un sujet essentiel pour de nombreuses familles et notamment de nombreuses mompreneurs, la préservation de la santé mentale pour maintenir un équilibre harmonieux entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour ce sujet important, j'ai le plaisir d'accueillir Clotilde, une femme accomplie, entrepreneur, journaliste qui va nous partager son expérience et ses précieux conseils sur ce thème crucial. Sans plus tarder, plongeons ensemble dans une conversation enrichissante et accueillons Clotilde. Bonjour Clotilde, quelle gratitude de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Nathalie et merci beaucoup de me recevoir. Un plaisir partagé en tout cas. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Bien sûr, donc je m'appelle Clotilde Boudet, j'ai 31 ans. Le titre de ton podcast me va très bien puisque je suis un peu à contre-courant là dans l'émission. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas maman, mais bon, je suis la tati de 2 adorables petits bouts. Sinon, je suis une féministe intersectionnelle. Je suis très concernée par la santé mentale à plein de niveaux. Et accessoirement, en effet, je suis journaliste indépendante et autrice. Donc j'ai publié l'année dernière un roman qui s'appelle Cher Pygmalion, également un essai qui s'appelle Le monde est injuste et alors, qui parle d'une notion un peu abstraite qui s'appelle la valence différentielle. Et je travaille actuellement à un 2e roman et à un livre sur l'anxiété. Et j'ai également un podcast, mais vraiment on n'est pas du tout au même niveau toi et moi, puisque mon podcast qui s'appelle Planète Vagabonde, je l'alimente de façon très très aléatoire. C'est vraiment plus un hobby qu'autre chose. D'accord. En tout cas, effectivement, pas mal de sujets. Tu m'as l'air d'être sur tous les plans en même temps. Je m'ennuie pas, effectivement. Bon, parfait. Donc tu l'as dit, tu n'es pas maman. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés ? Oui, bien sûr. Donc, on s'est rencontrés via Élodie Marlier, qui est donc attachée de presse. C'est elle qui m'a parlé de ton podcast. Et effectivement, je fais pas partie du club des parents, mais je suis très sensible à la libération de la parole, toutes les paroles. J'ai une sœur qui est maman, donc j'ai des amis qui sont mamans. Et j'ai bien conscience de l'importance de l'existence de ce genre de plateforme que toi, tu as créée, où justement, on peut parler de maternité et plus largement de parentalité très librement. Du coup, forcément, quand Élodie m'a parlé de ton podcast et que tu m'as proposé de participer, j'étais très emballée à l'idée de parler de santé mentale avec toi aujourd'hui. Et je suis ravie effectivement que tu aies accepté parce que c'est un sujet encore tabou, malheureusement en France. Après peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas plus particulièrement en France. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu, mais surtout pourquoi ? Alors, j'ai vraiment hésité parce que j'aurais vraiment pu dire 1000 femmes. Mais bon, là, je vais parler d'Alice Milia. Donc, je ne sais pas si elle est très connue. En tout cas, clairement pas assez. Mais en tout cas, la réponse Alice Milia colle tout à fait avec l'actualité. Donc, je vais pas me priver. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Alice Milia, c'était une athlète française, une femme extrêmement libre. Et elle s'est battue pour que les athlètes féminines puissent participer aux JO. Parce qu'à l'époque, il y avait que les hommes qui participaient aux JO. C'est vrai.
En 1922, donc quand elle a proposé, qu'elle a demandé au comité des Jeux d'accepter les athlètes féminines, le comité a dit non. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Alice? Elle s'est dit ok, tant pis, je vais créer des JO 100% féminins. C'était donc les premiers de l'histoire. Et moi, ce genre de mentalité, si tu m'empêches d'accéder à la porte de l'égalité, je passerai par la fenêtre. Ça me correspond tout à fait, j'adore ça. Et je trouvais que à l'aube des premiers JO paritaires de l'histoire, parce qu'il faut quand même le rappeler, les JO qui vont avoir lieu à Paris là en juillet, ce sont les premiers paritaires de l'histoire, 100% paritaires. Et à l'aube de ça, je trouvais ça cool de rappeler l'existence de cette femme, sans qui clairement le sport féminin d'aujourd'hui ne serait pas du tout ce qu'il est. C'est clair. Et effectivement, je pense qu'elle n'est pas connue, ou en tout cas pas suffisamment connue, comme tu le soulignes. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur et de journaliste, et puis comment finalement ce parcours a influencé ta perspective sur la santé mentale et l'équilibre personnel et ou familial? Oui, alors donc j'ai commencé par faire des études de sciences humaines et de lettres avec une option philo. Interroger les notions basiques de l'existence et essayer de comprendre la nature humaine, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Après ça, donc j'ai fait une licence. Après ça, je me suis un peu perdue dans ma tête et finalement, je me suis tournée vers le journalisme qui avait toujours été un petit peu un objectif, mais que j'avais fini par perdre au fil du temps. Et donc, je me suis tournée vers le journalisme, déjà parce que j'adore écrire et parce que j'ai vu mon père, journaliste lui aussi, s'épanouir vraiment à 3000% dans cette profession. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, je suis sortie de l'Institut européen de journalisme qui se trouve à Paris, diplômée en 2019. En fait, j'ai vraiment associé la libération de la parole sur la santé mentale avec mes années à l'IEJ, justement parce que c'était à peu près à la même période. Quand j'étais à la fac de Nanterre, donc c'était entre 2012 et 2015, on parlait encore assez peu de santé mentale. Du coup, je dirais que ma personnalité de journaliste, elle s'est vraiment construite autour de cette idée-là, qu'il y a des zones d'ombre qui devraient être, à mon sens, des zones de lumière, qu'il y a des tabous qui n'ont pas lieu d'être, que ce soit du côté du féminisme, de la parentalité, du racisme, de la santé mentale. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont des choses à dire et qu'on muselle. C'est vrai. Et moi, je suis hypersensible, donc ça, c'est pas un trouble mental, je préfère mettre les choses au clair parce que parfois il y a des malentendus, mais donc ça n'est pas un trouble mental. Mais en tant qu'hypersensible, tout ce qui a trait à l'injustice me rend complètement folle. Donc forcément, quand je me suis aperçue qu'il y avait des gens sur Terre qui se rendaient malades pour leur travail, parce qu'ils sont pas assez écoutés, parce qu'ils sont pas assez soutenus, parce qu'il n'y a pas de diagnostic, forcément j'ai trouvé ça horrible. Et donc j'ai voulu me renseigner sur le sujet et surtout en parler, parce qu'à mon avis, clairement, tout le monde devrait aller voir un ou une psy une fois dans sa vie. Vraiment, je me fais l'avocate de ça. Mes amis, tous les gens que je rencontre, à chaque fois je leur dis mais tu devrais aller voir une psy, c'est génial. Enfin, même quand on va bien, finalement tout le monde devrait y aller, parce que je parle en connaissance de cause, mais quand on ignore les signes de détresse un peu, quand le vase déborde, une fois qu'il a débordé, c'est très 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 difficile de pas se noyer en fait. C'est ça. Et effectivement, en plus, ça peut amener à des situations catastrophiques, comme le burn-out ou autre. Et pour en sortir, ça demande du temps, beaucoup d'énergie. Et un très très bon accompagnement surtout. C'est pas quelque chose qu'on fait seul. Et donc voilà, donc j'avais envie un peu de me pencher là-dessus et vraiment d'en faire un peu un cheval de combat. Et du coup, pour en revenir à mon parcours, j'avais pas pour objectif d'être auto-entrepreneur. Je le suis devenue parce que la conjoncture, à l'époque où je suis sortie de l'école de journalisme, elle m'a un peu contrainte à ça. Donc je le suis devenue par obligation. Et ensuite, en fait, j'ai continué dans cette voie-là parce que j'ai adoré la liberté que ça m'a donnée de pouvoir choisir les sujets que je traite, de pouvoir choisir les médias ou les sociétés avec qui je travaille. Et au-delà de ça, ça m'a donné du temps, le temps d'écrire des livres notamment, et aussi le temps de gérer ma propre santé mentale. Parce qu'il y a eu besoin, il y a eu du travail. Aujourd'hui, donc, j'ai 31 ans et je commence enfin à réaliser le chemin que j'ai parcouru. J'ai souffert pendant plusieurs années d'un trouble anxieux généralisé. D'accord. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais quand je vois le nombre de mes proches qui souffrent mentalement, qui se l'avouent ou qui se l'avouent pas, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail pour normaliser les troubles mentaux et surtout sensibiliser les gens à l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Et c'est vrai qu'en plus, souvent, c'est associé à des troubles psychologiques très graves. Donc, tout de suite, on imagine l'asile, on imagine des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, on se voile la face en se disant non, mais moi, ça ne me concerne pas. Je suis sain ou saine d'esprit. Ouais, exactement. Souvent, c'est la première chose qu'on me dit quand je dis à quelqu'un, mais tu sais, tu devrais peut-être aller voir un ou une psy. La première réponse, en général, c'est, mais je suis pas du tout fou. C'est ça. Mais non, mais c'est pas du tout la question, en fait. La question, c'est que juste ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est extérieur à sa vie, qui a les compétences et les capacités d'écoute et d'analyse et qui va ensuite nous guider un peu. Enfin, je trouve ça trop cool, moi. C'est ça, et puis qui va nous faire aussi réfléchir, nous faire prendre aussi de la hauteur sur ce qu'on vit. Et à partir du moment où on prend de la hauteur, on est capable de comprendre si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, ce qu'on voudrait faire différemment, et puis du coup de pouvoir se mettre aussi en action. Exactement.
Bon, en tout cas, merci pour ton partage et puis le parcours. Tu as un parcours très, très riche. On va rentrer un petit peu plus, on va parler un petit peu plus des mamans et notamment des mamans entrepreneurs. Mais quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels les mompreneurs font face aujourd'hui en termes de maintien de leur santé mentale? Parce qu'elles doivent à la fois, bien sûr, gérer leur aspect personnel, leur vie de famille, mais également, elles sont en charge de développer leur activité professionnelle. Parce que contrairement à un salarié, si elles ne travaillent pas, le salaire à la fin du mois ne tombe pas, si je peux caricaturer. Ah bah clairement, je connais ça. et effectivement, les parents d'aujourd'hui, en tout cas ceux que je connais, parce qu'évidemment pas tous, mais les parents d'aujourd'hui que je connais, vraiment je leur tire mon chapeau. Moi, je serais incapable d'élever un enfant dans le monde actuel parce que je le trouve extrêmement anxiogène et que c'est difficile de se projeter aujourd'hui dans la société actuelle, que ce soit à cause financièrement, c'est très difficile. Il y a aussi tous ces problèmes d'écologie dont on parle et en même temps, on se sent un peu désespéré par rapport à ça. Il y a les guerres. Enfin, je veux dire, vraiment, je trouve ça très angoissant et je me dis qu'élever un enfant dans ces conditions, ça doit être particulièrement difficile. Et je pense que dans ce monde-là, il faut trouver l'équilibre entre conserver l'innocence de son enfant. On n'a pas envie de parler des choses qui fâchent devant un enfant. On n'a pas envie de parler d'extinction de l'humanité, de choses graves. Et en même temps, faut pas mettre des œillères aux enfants parce qu'ils sont pas dupes. Et trouver cet équilibre-là, je le trouve très périlleux. Donc déjà, ça, je pense que c'est la première difficulté de tous les parents, pas que seulement des mompreneurs, là pour le coup, vraiment de tous les parents. C'est vrai. Et puis, du côté des mamans entrepreneuses, il faut évidemment jongler avec son travail, mais il n'y a pas que ça. Parce que même quand on n'est pas entrepreneuse, qu'on travaille en tant que salarié, parfois on est dans un travail qui nous épanouit pas vachement, on a un management qui est pas toujours bienveillant. Et puis, même entrepreneur ou pas, il y a la vie de couple, il y a la vie sociale. Faut être une bonne maman, faut être une bonne partenaire de vie, faut faire du sport, faut continuer de s'apprêter, mais pas trop. Il faut avoir de l'ambition, forcément. Mais pas trop. Ouais, mais pas trop. Il faut avoir de l'ambition, il faut trouver du temps pour ses amis, pour sa famille, il faut gérer une maison. Enfin, je veux dire, c'est éreintant et on s'arrête jamais. Et je me pose la question elle est où la place de la santé mentale dans tout ça? Parce que concrètement, si on essaye de cocher toutes les cases des injonctions de la société, on n'a pas le temps de se demander, ok, comment je vais vraiment? Et je le remarque, quand on se pose la question, c'est que c'est déjà trop tard. Oui, et c'est vrai que moi, il y a quand même quelque chose qui m'agace particulièrement, et je le répète en fait souvent, c'est que finalement, la société nous impose d'être, on va dire, une professionnelle comme si nous n'avions pas d'enfants, et d'éduquer nos enfants comme si nous n'avions pas de travail. Mais on n'a qu'une journée de 24 heures dans laquelle, bien évidemment, il faut dormir, il faut se doucher, il faut manger, etc. Donc finalement, on n'a pas le temps matériel de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et d'éduquer nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Et je trouve en fait ce paradoxe particulièrement culpabilisant pour les mères et du coup impactant aussi sur la santé mentale parce qu'on essaye d'être parfaite sur tous les points, mais c'est pas possible. Et puis surtout que si jamais on se met à travailler comme si on n'avait pas d'enfants, on va nous le reprocher, on va nous traiter de mauvaise mère. Mais si on élève nos enfants comme si on n'avait pas de travail, on va nous dire au travail, là t'exagères un peu. Et c'est pour ça que au final, on se rend compte que dans le monde de l'entreprise, personne ne parie sur une jeune maman, personne ne parie sur une femme enceinte, parce qu'il y a cette projection de elle va pas y arriver. Et ça, je trouve que c'est terrible et ça fait partie justement de ces défis dont on parle là. C'est que je pense que le défi le plus important pour une même entrepreneur, c'est déjà de se lâcher un peu la grappe parce qu'une mère parfaite, ça n'existe pas. Les enfants parfaits, ça n'existe pas. Une compagne parfaite, ça n'existe pas. Et l'entrepreneur parfait, en fait, il n'existe pas non plus. Ou alors, c'est vraiment juste un robot. Enfin, je veux dire, c'est l'intelligence artificielle, quoi. Et encore, je dirais, même si on est arrivé à la perfection, finalement, la perfection, par exemple, la tienne, c'est pas la mienne. Donc, tu pourrais, toi, estimer être une entrepreneuse parfaite. Et puis moi, je te regarde, je dis, en fait, pas du tout. Oui, ça, c'est sûr. Donc, il y a déjà lâcher cette idée qu'il faut être parfaite et qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs parce que, en fait, on est des humains, donc on a le droit. Et justement, parce qu'on est des humains, je pense que le défi numéro 2, c'est d'arriver à se prioriser de temps en temps. Oui, on est une maman, oui, on est une entrepreneuse, mais en fait, on n'est pas que ça. Et c'est bien de se rappeler de temps en temps qu'on a le droit d'avoir du temps pour soi, du temps pour souffler. Je pense que le troisième défi, justement, c'est que si on n'arrive pas à avoir ce temps-là pour souffler, quand on sent que notre santé mentale commence un peu à vaciller, il faut avoir le courage de dire, OK, stop, là, je vais demander de l'aide et prendre un petit peu de recul. Comme tu disais, justement, je vais essayer de prendre un peu de hauteur et me poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que le vase déborde, parce qu'une fois qu'il déborde, encore une fois, c'est très compliqué de s'en sortir. Oui. Et j'ai vraiment l'impression, dans tout ce que tu dis et puis dans ce que je vois aussi, que la principale difficulté, ça réside quand même sur le fait que la société nous demande d'être sur tous les fronts, comme on le disait, de manière parfaite, comme si en fait c'était normal finalement pour une maman de se décupler
ou de se multiplier, je ne sais pas combien de fois, pour pouvoir tout gérer comme si on ne gérait que ça au quotidien. Alors, d'après toi, dans quelle mesure la pression sociale et les attentes parfois irréalistes, justement dont on vient de parler, peuvent impacter fortement la santé mentale des femmes et surtout des mères, même lorsque ces dernières sortent du schéma classique pour créer leur activité et pour essayer de trouver une harmonie qui leur permet justement de ne pas vaciller? Eh ben, j'ai constaté que depuis peu, on parle pas mal, un petit peu, disons, de la maternité en entreprise. Déjà, c'est très bien. Mais on n'en parle pas encore dans l'entrepreneuriat, je trouve. Et c'est dommage parce que, effectivement, quand on crée son entreprise, quand on devient entrepreneuse, on se lance dans un projet perso qui devient un peu notre bébé. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, on devient doublement maman et du coup, on a doublement peur de décevoir, de se tromper, de mal faire. Et je trouve qu'en tant que femme, on a effectivement d'autant plus envie de prouver qu'on est capable d'assurer sur tous les fronts parce que justement, il y a cette image que la société nous renvoie. Moi, je respecte beaucoup les mamans entrepreneurs qui veulent absolument, entrepreneuses qui veulent absolument prouver au monde qu'elles sont capables. Mais ça m'énerve parce que d'un côté, je me dis pourquoi est-ce qu'on devrait faire plus d'efforts que les hommes? Parce qu'un papa aujourd'hui qui change une couche, pour encore plein de gens, c'est incroyable. Exactement. Mais une maman qui le fait, c'est complètement normal. Et oui, complètement normal. Oui. Et moi, j'ai l'expérience. Alors, aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Mon mari intervient énormément et prend sa charge de travail au quotidien. Et souvent, j'entends « Mais t'as de la chance ». Je dis « Mais en fait, j'ai pas de chance. C'est juste, il fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que je suis pas quelque part la boniche de la maison. On vit ensemble, on vit en communauté. Et les enfants aussi, maintenant, grandissent, donc prennent de plus en plus leur charge. Mais je suis pas celle qui doit tout faire parce que on vit tous ensemble et on vit tous au même endroit, finalement. Oui, bien sûr. Et surtout, vous êtes l'un comme l'autre capable de le faire, en fait. Exactement. Parce que les enfants, on les fait à deux, on les fait pas seuls. Et c'est vrai qu'on est en 2024 et on entend beaucoup dire, et même moi, je suis témoin du fait que la place du papa évolue dans le schéma sociétal, enfin, dans le schéma familial, et c'est très bien. Mais bon, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai du côté entrepreneurial parce qu'un papa entrepreneur, on lui demandera jamais d'être parfait. Lui, il va même pas essayer de l'être, il va faire de son mieux finalement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas cette quête de la perfection. Et certes, je généralise sans doute, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est un homme qui lance sa boîte. Il va pas s'inquiéter de savoir si ça va faire de lui un bon ou un mauvais papa. C'est vrai. Alors qu'une maman, si. Et c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser à un épisode que j'ai tourné il y a quelques temps, qui a déjà été diffusé, avec Charlotte de Pourquoi pas moi, qui expliquait que, donc, elle a divorcé il y a quelques temps, et elle expliquait que depuis qu'elle avait divorcé, c'était bizarre, mais tout d'un coup, son mari arrivait à trouver des plages dans son planning pour aller chercher les enfants à l'école, pour les emmener aux activités scolaires, ou périscolaires, etc. Alors que du temps où ils étaient mariés, ils n'avaient jamais le temps. Oui, mais c'était pas sa place. Enfin, et je dis pas ça, je veux dire, ce monsieur, peut-être inconsciemment, il a fait tout ça. En fait, c'est la société qui nous impose ce partage des rôles qui est complètement inégalitaire. Dans l'essai que j'ai coécrit avec Tania Gombert, on parle justement de ce que la sociologue Françoise Héritier a appelé le privilège exorbitant d'enfanter. Selon elle, aux yeux de la société patriarcale, le fait de pouvoir porter un enfant, ça a longtemps cantonné la femme à ce rôle-là. C'est-à-dire que t'es une mère, ou t'es le potentiel d'une mère, avant même d'être une femme, avant d'être une épouse, avant d'être une entrepreneuse. Ouais. Du coup, quand, en tant que femme, tu décides d'embrasser tes ambitions professionnelles, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, peu importe, on a forcément le sentiment que on doit en faire 10 fois plus parce qu'on sort de ce rôle qu'on nous a assigné. On doit prouver que, ok, oui, j'ai bien compris, je suis une mère, mais je peux être aussi autre chose. Et la pression, franchement, cette pression-là, elle est réelle, elle existe et surtout, elle a des conséquences dramatiques. Et les chiffres le montrent clairement. J'ai lu là récemment que Santé publique France a réalisé une étude avant le Covid, justement sur la souffrance psychique liée au travail. Et le constat, il était vraiment très inquiétant parce que, bon, déjà, la souffrance psychique liée au travail a fortement augmenté ces dernières années, mais surtout, elle affecte les femmes 2 fois plus que les hommes. Et je pense que c'est encore pire quand on est entrepreneur parce qu'on a le sentiment qu'on n'a personne à blâmer d'autre que soi-même. C'est on vrai. Peut pas dire, ah, mais oui, mon manager, il est pas cool, ou mon patron, il est pas ceci, il est pas cela. En fait, on est seul dans le bateau, quoi. Donc, on peut s'en prendre qu'à soi-même et très vite, on se retrouve à se dire, merde, j'ai pas réussi. Je voulais être une bonne mère et une bonne entrepreneuse et il y a un moment où j'ai échoué un peu à l'un, un peu à l'autre ou un peu aux deux. Et je trouve ça hyper violent, cette capacité qu'on a, les femmes qui ont les mêmes entrepreneurs, à s'auto-flageller au lieu de se prendre la main et de se dire, c'est pas grave, ça arrive et ça va aller, on va rebondir. Et surtout, en fait, on s'auto-flagelle alors qu'on n'oserait pas le dire, par exemple, à une copine ou à une sœur ou à une cousine, peu importe. Au contraire, on serait bienveillante avec elle en disant, écoute, c'est pas grave, etc. Mais par contre, on est hyper violente avec nous-mêmes en ne nous autorisant pas l'échec, la difficulté ou tout simplement le fait, comme tu le dis, de ne pas avoir réussi à faire quelque chose.
Ouais, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je le dis souvent à moi-même finalement. et je pense que si un jour j'ai des enfants, je le dirai aussi à mes enfants. Mets-toi à la place d'une amie. Imagine que ce qui t'arrive là, ça arrive à une de tes amies. Qu'est-ce que tu dirais à cette amie? Tu lui dirais jamais ah t'es nulle, ah t'es bonne à rien, ah t'y arriveras jamais. Non, tu la soutiendrais. Eh bien, soutiens-toi autant que tu soutiendrais une amie dans la même situation que toi. C'est clair. C'est vrai que le fait de faire ce changement, ce switch mental, ça nous permet d'être beaucoup moins violente avec nous-mêmes. Tu as tout c'est à ça, fait faut raison. changer de perspective. Exactement. Alors, pour avancer un petit peu, quels seraient les conseils que tu donnerais aux parents qui se sentent dépassés ou complètement submergés par leurs responsabilités familiales et professionnelles, qu'on soit d'ailleurs, peu importe, entrepreneur ou non, parce qu'on peut être aussi submergé lorsqu'on est salarié? Clairement. Et bon, déjà, je le répète, je ne suis ni parent, ni même psy. Donc, je vais parler de mon expérience personnelle. Et évidemment, ça va sonner très facile à dire, mais mon premier conseil, et on en parlait il y a 3 secondes, c'est pour prendre soin de sa santé mentale, il faut être indulgent envers soi-même. Donc, avant même de commencer une thérapie ou quoi que ce soit, il faut juste être indulgent avec soi-même et se rendre compte de, ah, ok, là, je sens que j'ai plus les épaules, c'est trop difficile, j'ai besoin d'aide. Moi, il m'a fallu un certain temps avant de commencer une thérapie. J'ai d'abord été voir une sophrologue, justement parce qu'il y avait ce truc de non, j'irai pas voir de psy, je suis pas folle, tout va bien. Donc, bon, on va voir une sophrologue, c'est un peu détourné, c'est sympa. En fait, moi, j'ai essayé de trouver la source de mes crises d'angoisse parce que je faisais énormément de crises d'angoisse. D'accord. Et la sophrologue, elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, dans le mot mental, il y a le mot ment. En gros, ton mental, parfois, il te ment. C'est vrai. Et il te dit que t'es nul, il te dit que t'es une mauvaise mère, que t'es pas légitime, que t'es trop ceci, que t'es trop cela, que là, il faut paniquer, ou, enfin, bref. Il est pas toujours un allié. Je me dis que le conseil numéro 1 que je donnerais, parents, pas parents, enfin, à toute personne submergée, c'est que justement, quand tu es submergé d'idées négatives, de doutes ou quoi que ce soit, fais une pause, respire un grand coup et relativise. Fais ce pas de côté et vois ta vie de manière neutre et sois gentil avec toi-même finalement. C'est bête comme conseil, mais je pense que c'est le numéro 1 et le plus important. Oui, c'est clair. C'est clair, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a un autre conseil que je donnerais, et ça, c'est un conseil que j'aimerais qu'on me donne si un jour je deviens maman. Ce conseil, c'est fais-toi confiance. Je sais pas si tu connais Ben Mazué, le chanteur. Non, du tout. Alors, bon, c'est un chanteur qui a écrit une chanson qui s'appelle Je marche. Et dans la chanson, il dit au sujet de ses enfants, moi, je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parlait des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Bon, au-delà du fait que je trouve ça extrêmement joli, je t'invite à écouter cette chanson parce qu'elle est sublime. Ce que ça dit et ce que j'essaye de dire, c'est que nos parents nous bousillent tous et toutes un petit peu. Et vraiment, ça s'est prouvé, hein. Je dis pas ça, je veux pas tacler tous les parents qui nous écoutent, mais c'est prouvé, les traumatismes, ils se transmettent parfois au sein d'une même famille. Ça s'appelle la transmission intergénérationnelle. Et moi, je me souviens qu'une des premières questions que ma psy m'a posée, c'était, OK, votre trouble anxieux, il s'est accentué à 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre mère à 21 ans? Alors évidemment, je n'en avais aucune idée. D'accord. Ça m'a forcé à poser la question à ma maman. Ça nous a amené à avoir des conversations très intimes et ça m'a aidé à comprendre plein de trucs sur moi-même, ma famille, les femmes de ma famille, parce que, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et je peux comprendre que cette idée de transmission intergénérationnelle indépendante de notre volonté, elle fait un peu flipper. Mais moi, je trouve ça très rassurant de se dire qu'on n'est pas responsable de ce qui nous afflige et que la perfection, dans le sens vraiment l'absence de difficultés et d'épreuves, en fait, ça n'existe pas. Et en tant que parent, le plus important, c'est pas d'être parfait, c'est d'essayer d'être le parent idéal pour son enfant. Et comme chaque enfant est différent, chaque parent sera idéal à sa manière. Et ça, pour le coup, il y a qu'un parent qui peut savoir comment être idéalement parent pour son enfant. Et c'est vrai que comme tu le dis, alors moi je me rends compte aujourd'hui que parfois j'ai des attitudes ou j'ai des manières même de parler à mes enfants qui étaient les manières de mes parents. Et j'essaye de faire un travail sur moi-même en disant non, je ne veux pas reproduire ça. Mais par exemple, dans la rapidité d'action, dans l'énervement, etc., il y a des fois ça revient et je me dis non, mais sérieusement. Et effectivement, je sais que quelque part, j'aurais traumatisé. Alors le mot est peut-être un peu violent, mais sur certains aspects, parce que j'aurais pas forcément eu la bonne réaction, parce que c'est une réaction que j'ai moi-même réalisée, parce qu'on l'avait réalisée avec moi, mais qui n'est pas forcément adaptée à l'enfant qui est en face de moi, tout simplement. Et c'est très intéressant de se rendre compte de ça, parce que typiquement, j'ai une amie qui souhaite être maman, qui essaye d'être maman. Elle m'a dit, avant d'être mère, je veux faire une thérapie parce que je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs que mes parents ont reproduit sur moi. Ouais. Et je trouve que d'avoir conscience, avant même d'avoir des enfants, après, une fois qu'ils sont là, c'est pas grave, mais autant en avoir conscience. Avoir conscience qu'on est capable de transmettre malgré soi, effectivement, des traumatismes ou, en tout cas, des choses un peu compliquées à gérer une fois qu'on est enfant, ou même quand on devient adolescent. De le savoir, je trouve que déjà, ça va assainir la relation qu'on peut avoir avec ses enfants.
Et puis peut-être parfois que de ça le permet de les reconnaître voir aussi auprès des différemment, enfants, je pense, en disant mais voilà, clairement, là c'est ce que je me j'allais suis dire. énervée, je t'ai pas bien parlé, excuse-moi. Et ça peut permettre aussi, nos parents le faisaient peu, voire pas, ça peut permettre aussi de quelque part limiter. Ah bien sûr, et d'ailleurs je pense que on pardonne tous ces traumatismes que nous transmettent nos parents, on leur pardonne le jour où on comprend que nos parents sont des êtres humains comme les autres. Et malheureusement on le comprend parfois très tard. Moi je sais que je l'ai compris vers 25-30 ans, où je me suis dit ok, en fait c'est des gens normaux et juste ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Ouais. Au même sens qu'il faut être capable de dire sa vulnérabilité à ses enfants, de dire à ses enfants, oui, je suis pas parfait, pardon, je me suis trompée, etc. Il faut aussi, et je pense que c'est très important, avoir conscience que ces enfants aussi ont des failles, que la santé mentale des enfants, c'est aussi très important parce qu'on la prend pas toujours au sérieux, et ça, je pense que c'est dommage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, et je trouve le chiffre quand même très impressionnant, à l'échelle de la planète, c'est un jeune de 10 à 19 ans sur 7 qui souffre d'un trouble mental. Ah oui, quand même. Je trouve que c'est énorme. Et l'adolescence particulièrement, c'est une période très propice à la naissance de ces troubles parce que c'est un moment où on se cherche infiniment et si on se souvient tout le monde se souvient de l'adolescence, c'est terrible. C'est ça. Et en même temps, c'est très formateur, je trouve. Mais donc oui, il faut être conscient et prudent par rapport à la santé mentale de ses enfants. Et en même temps, je pense qu'il faut pas trop se presser parce qu'un diagnostic, quand il y en a un, ça prend du temps. Et moi, je donne des cours particuliers à des enfants et je m'inquiète toujours un peu de voir des enfants très 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 jeunes parfois à qui on a collé une étiquette de neurodivergent. Donc neurodivergent, ça va être tout ce qui est attrait troubles autistiques, la dyslexie, l'hyperactivité, etc. Et parfois, les parents auto-diagnostisent leurs enfants en disant il est un peu excité, donc je pense qu'il est hyperactif, il est un peu comme ça, donc je pense que sans même qu'il y ait de véritables diagnostics. Et le problème, c'est que la neurodivergence et globalement les troubles mentaux, c'est pas une mode en fait. Ça peut être source de vraiment beaucoup de souffrance et puis c'est très stigmatisant parce qu'encore aujourd'hui en France, comme tu le disais au début, la santé mentale c'est tabou et c'est souvent associé à de la faiblesse. Une santé mentale fragile, c'est quelqu'un de faible alors que ça n'a rien à voir. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a encore cette notion malheureusement. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais justement 3 astuces à partager à nos auditrices et nos auditeurs qu'ils pourraient mettre en pratique immédiatement pour prendre soin de leur santé mentale sans se sentir coupable, ni personnellement, ni professionnellement? Écoute, là encore, je vais donner des astuces que j'ai personnellement utilisées, donc testées et approuvées, on va dire. La première, elle va s'adresser aux personnes qui ont une santé mentale fragile, comme celles qui n'en ont pas, ou en tout cas qui pensent ne pas en avoir. Je pense qu'il faut prendre conscience de ses limites. Tu prends conscience de tes limites et ensuite tu trouves ce qui te fait du bien. Parce que vraiment, personne n'est parfait, personne n'est infaillible et on a tous et toutes besoin de ce qu'on pourrait appeler une soupape de décompression. Donc il faut trouver ce petit truc qui nous aide à relâcher la pression quand on sent que ça commence à être un peu trop difficile. Okay. Donc ça, c'est ma premier conseil, c'est ma première astuce. La deuxième, justement, qui serait plutôt un conseil, je pense, c'est dès les premiers signes, que ce soit fatigue mentale, déprime, problème de sommeil ou toute autre chose, il faut prendre les choses en main. J'entends tellement de gens dire « Ah, mais ça passera. Ah non, mais ça ira mieux demain, je suis juste un peu fatiguée. » En fait, ça marche un temps et puis un jour, ça passe plus. Ouais. Donc il faut pas hésiter à demander de l'aide, à parler de son mal-être. Et c'est pas forcément encore une fois à un psychiatre ou à un psychologue tout de suite. D'abord on peut en parler à un proche, à son médecin traitant si on a confiance en son médecin traitant. Et après on fait le chemin doucement mais sûrement. Okay. Et enfin, la troisième astuce, moi c'est une des choses qui m'a le plus aidé à avancer par rapport à mon anxiété, c'est d'assumer ses faiblesses. Parce que c'est pas une honte d'avoir fait une dépression, d'avoir fait un burn-out, d'être neurodivergent, de souffrir d'anxiété. Je sais qu'avec mon anxiété, typiquement, les choses ont vraiment commencé à évoluer quand j'ai décidé de le dire, d'en parler ouvertement. Okay. Parce que j'avais tellement peur en fait de faire des crises d'angoisse en public qu'il y a un moment, je voulais même plus sortir de chez moi. Ah ouais. Et le jour où je me suis dit, ok, maintenant dis-le aux gens. Et vraiment, je me présentais aux gens en disant bonjour, je m'appelle Clotilde. Ah, au fait, j'ai un trouble anxieux. C'était vraiment devenu un peu ma présentation officielle. Et à ce moment-là, l'appréhension, elle est partie. Alors pas complètement non plus parce que c'est pas magique, mais elle est quand même un peu partie. Et du coup, je le disais vraiment tout le temps. Et je me souviens, il y a un voyage de presse que j'ai fait à Cannes. J'étais à 2 doigts d'une crise d'angoisse. En face de moi, il y avait une attachée de presse qui me racontait je sais plus quoi. J'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce qu'elle me disait parce que j'étais complètement bloquée dans mon angoisse. Il y avait juste une phrase que je me répétais, faut pas que tu craques, faut pas que tu craques, faut pas que tu craques. Et clairement, quand on fait ça, on craque. Hein. C'est ça. Donc, avant de craquer, j'ai fini par lui dire, la pauvre, je l'ai coupée au milieu de sa phrase et je lui ai dit, bon, écoute, là, je suis à 2 doigts de faire une crise d'angoisse. Donc, peut-être que je vais me mettre à pleurer, peut-être que je vais me mettre à trembler, peut-être que je vais me mettre à hyperventiler, mais t'inquiète pas, ça va aller, je gère. Donc, évidemment, elle m'a regardé avec des yeux un peu exorbités. Elle a eu un petit peu peur. Mais en fait, le fait de le dire à voix haute, ça a complètement stoppé la montée de la crise d'angoisse. Okay. Et ça, ma psy m'a dit un truc, elle m'a dit quelque chose, on va dire, qui englobe pas mal cette histoire que je viens de te dire et qui la résume pas mal, c'est l'anxiété, c'est juste la peur d'avoir peur. À partir du moment où tu fais face à cette peur, tu lui ôtes son pouvoir et c'est vachement plus facile à gérer. Ok.
Très bien. Et si je peux me permettre, tu m'avais demandé 3 astuces, mais étant donné la nature de la 3e astuce, je suis obligée de t'en donner une petite 4e qui va faire écho. Il faut pas se laisser stigmatiser. Parce que c'est très bien d'assumer sa fragilité mentale et vraiment je le recommande à tout le monde. Mais une fois qu'on l'a fait, les gens ont tendance un peu à nous enfermer là-dedans et à nous voir seulement à travers ce prisme-là. Et ça a tendance à partir d'une bonne intention. Hein. Ça va être une amie qui va te dire « Ah bah non, je t'ai pas invité à ma soirée parce que je sais que ça peut te trigger ceci, cela, t'aimes pas le bruit, t'aimes pas ceci, quand il y a trop de monde, ça te stresse, etc. » Et encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais du coup, ça nous coince un peu dans cet état. Et en fait, on n'est pas, au même titre qu'on n'est pas qu'une maman, qu'on n'est pas qu'une entrepreneur, on n'est pas qu'un trouble mental. Tout à fait. Et je trouve que de vouloir absolument protéger et stigmatiser les gens qui en ont souffert ou qui en souffrent, en fait, ça nous enlève ce choix de sortir ou non de notre zone de confort et qui est quand même très important et c'est dommage d'enlever ce choix-là aux gens. Donc voilà, il faut pas se laisser stigmatiser. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Et c'est vrai qu'on a tendance, du coup, à le faire et c'est pas bien parce que la personne en face doit pouvoir avoir le choix de dire « Ok, j'y vais » ou « Bah non, en fait, c'est trop dur pour moi, donc je ne fais pas, par exemple, telle ou telle action. » Exactement. Et ça marche pour les enfants aussi. Et pour le coup, je pense que ça marche pour tous les enfants. C'est-à-dire que si on surprotège nos enfants, si on leur dit non, fais pas ci, ça me fait peur, ou non, cours pas, tu vas tomber, en fait, ils apprendront jamais à courir. C'est bête, hein, mais je veux dire, il y a vraiment ce truc de si on ne permet pas aux gens, aux enfants, quelle que soit leur nature, quels que soient les troubles qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, de faire l'expérience de la vie par eux-mêmes, on les enferme un peu dans quelque chose qui va pas les aider à grandir, quoi. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Pour finaliser cette interview, est-ce que tu peux nous partager une de tes réussites ou un moment particulier en lien justement avec la discussion d'aujourd'hui? Alors, oui. Alors moi, je souffre un peu du syndrome de l'imposteur. Donc là, comme ça, tout de suite, citer une réussite, c'est un peu compliqué. Mais pour rester dans la thématique de la santé mentale, je vais pas parler d'une réussite en particulier parce que je pense que c'est plutôt plein de petites victoires. Déjà, le fait de parler beaucoup de ça à mes proches, de me faire un peu avocate de la santé mentale. À chaque fois que quelqu'un vient se confier à moi sur sa santé mentale, toutes les fois où j'ai convaincu un proche d'aller consulter parce qu'il allait pas bien, forcément, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis personnellement, chaque fois que je parviens à gérer mon anxiété, je suis extrêmement contente parce que, par exemple, pendant un moment, je pouvais plus prendre le métro sans paniquer. Vraiment, c'était l'angoisse. D'accord. Trop de monde, trop de bruit, trop chaud, le sentiment d'être enfermé, c'était horrible. Donc je ne prenais plus le métro, c'est quand même un peu handicapant. C'est clair. Et aujourd'hui, dès que je fais un trajet qui se passe bien, alors aujourd'hui ça va être 9 trajets sur 10, je suis hyper fière de moi. Et c'est une super réussite. Ouais, merci, je trouve que c'est une super réussite. Mais en vérité, ma plus grande réussite quand même, c'est d'avoir compris que prendre soin de sa santé mentale, déjà c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut se faire à soi-même. Et aussi c'est un cadeau incroyable qu'on va faire à sa famille, à ses enfants et à tous nos proches en fait. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que c'est une belle fin d'épisode, justement, de prendre soin de soi, que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire à soi-même, mais aussi à ses proches. Et merci Exactement. beaucoup, en tout cas, Clotilde, pour ton partage, pour ton temps aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu échanger sur ce sujet sensible aujourd'hui avec toi, de précieux conseils et des astuces pratiques que tu nous as partagées pour éviter de mettre en péril sa santé mentale au détriment d'une perfection démesurée. J'espère que cet épisode vous aura permis de prendre du recul sur votre quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel, que vous soyez maman ou non, entrepreneuse ou salariée. N'oubliez pas d'ailleurs que la seule personne avec laquelle vous vivez tout au long de votre vie, c'est vous-même. Donc, ça c'est sûr. Personne ne peut prendre soin de vous à votre place. Donc prenez soin de vous pour prendre soin de vos proches et n'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces que vous avez mis en place pour préserver votre propre santé mentale. Cela pourra aider d'autres auditrices ou d'autres auditeurs sur ce chemin. Merci aussi de nous être toujours autant fidèles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note ou même à le partager avec celles et ceux qui en auraient besoin. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode tout aussi passionnant. À très vite!